Et j'irais même plus loin, parfois j'ai l'impression que les journalistes sont déçus que ça ne soit pas terroriste, quoi. Parce qu'ils ont mis branle-bas de combat, ça fleure bon le terrorisme, et puis pouf, finalement c'est du droit commun, donc tout le monde rentre chez soi. Bonjour Marc Trévidic, anciennement juge antiterroriste, actuellement président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Les Français vous connaissent, ont appris à vous connaître. Vous avez répondu à un très grand nombre de sollicitations des médias ces dernières années, notamment pour faire part de votre expertise sur les questions du terrorisme. 4 ans après les attentats de Paris, bientôt 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo et l'Hypercacher, on avait très envie de revenir avec vous justement sur les coulisses du traitement médiatique autour des attentats. Je voudrais commencer par un petit retour en arrière. Il y a bientôt 5 ans, je le disais, avec la prise d'otage à l'Hypercacher, beaucoup avaient critiqué la couverture médiatique des journalistes en soutenant que ces derniers avaient pu mettre en danger la vie des otages, notamment par les informations qu'ils dévoilaient en direct. Est-ce qu'avec le recul, vous avez eu, vous, la sensation que les médias ont quelquefois outrepassé leur rôle ? Bon, là, on fait allusion très clairement à BFM TV qui est en direct, hein, comme les chaînes 24 heures sur 24, j'allais dire, en continu et surtout dans l'immédiateté, diffusent des images qui peuvent être vues effectivement par les preneurs d'otages, hein. Et donc, si quelqu'un se réfugie quelque part, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, il y a une prudence à avoir par rapport à l'information brute qui est délivrée. Là, c'est un cas extrême qui touche à la sécurité, mais il doit aussi y avoir une prudence par rapport à l'information brute, sur le fait qu'elle soit vérifiée ou pas, qu'elle soit crédible ou pas, et C'est l'absence de une recul est situation un petit toujours... peu inédite aussi pour les chaînes d'information à Oui, ce moment-là, parce que c'était la première fois qu'il se passait, certains ont même ironisé en disant le multiplex de la prise d'otage avec l'Hypercacher et l'imprimerie des Martins. C'était la première fois qu'il se passait quelque chose comme ça en direct dans les oui, médias. mais c'est très très fréquent aux États-Unis, par exemple. Donc c'est très fréquent qu'il y ait des chaînes qui arrivent alors qu'il y a une prise d'otage, bon, parce qu'ils ont beaucoup de choses qui se passent tout le temps, ou une tuerie qui est en train de se dérouler et qui n'est pas finie. Donc ça c'est très fréquent, et c'est vrai que il y a des protocoles à mettre en place, il y a certaines règles à respecter. Je pense que c'est sain pour tout le monde et ça ne nuit pas du tout à l'information. Alors finalement, ce sont même les médias qui ont dicté un petit peu l'agenda des forces d'intervention, du GIGN et du RAID à ce moment-là. C'est un petit peu ça le problème aussi. Il y a, effectivement, ça peut entraîner des réactions importantes, mais ça a toujours existé, hein, dans l'antiterrorisme. Je vais vous prendre un exemple, et là, qui concerne la presse écrite. C'est pour vous montrer à quel point ça peut toucher tous les médias. Je me souviens, j'étais procureur antiterroriste et pas à l'instruction à l'époque. C'était en fin 2001 ou 2002, l'affaire Bégal, ou en 2001, mais après les attentats. On avait arrêté Jamel Bégal aux Émirats Arabes Unis. Et on devait arrêter tout son groupe, hein, parce que du coup, très rapidement, on avait ciblé un groupe à Paris. Et le journal Le Monde a eu le tuyau de l'arrestation de Bégal aux Émirats Arabes Unis. Ils ont, dans leur édition du soir, comme on l'appelle, balancé le truc. Ce qui fait qu'il avait fallu faire pour la première fois les perquisitions de nuit, d'ailleurs, à la va-vite, puisqu'ils étaient en train de se débarrasser de tout ce qui était compromettant. Voici un exemple, si vous voulez, de problème d'agenda, de choses qui ne vont pas dans une information qui est donnée très vite, alors qu'on est vraiment sur le feu au niveau enquête. Et là, ça concerne la presse écrite. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai pour la radio, la télé, où il y a une immédiateté beaucoup plus importante. Alors justement, où est la limite finalement entre le devoir d'informer et la patience que de telles situations nécessitent? Si vous voulez, là, sur l'exemple que je donnais pour un journal, ça va consister à prendre attache avec le service d'enquête ou le juge et dire voilà ce qu'on a, est-ce que ça gêne qu'on le sorte maintenant? Et le juge aurait dit non, mais si vous le sortez demain, il n'y a aucun problème. Voilà. Parce qu'on va taper à 6 heures du matin, normalement, sans devoir faire ça dans l'urgence. Donc ça, c'est un exemple. Après, le problème le problème, en dehors de nuire à une enquête, hein, le problème, c'est des informations qui ne sont pas vérifiées. Et là, je défie quiconque, comme journaliste, de pouvoir être certain de son information alors que l'événement vient de se produire. Savoir même si c'est terroriste. Et j'irais même plus loin, parfois j'ai l'impression que les journalistes sont déçus que ce ne soit pas terroriste, quoi. Parce qu'ils ont mis branle-bas de combat, ça fleure bon le terrorisme, et puis pouf, finalement c'est de droit commun, donc tout le monde rentre chez soi. Ce qui est un peu cynique quelque part dans le traitement de l'information. Vous n'avez pas beaucoup de chance si vous êtes poignardé par un droit commun, j'allais dire, pratiquement. Mais est-ce que les forces d'intervention ne souffrent pas d'un manque de liberté de parole justement pour dire aux médias arrêtez de faire ça maintenant, laissez-nous travailler d'abord et ensuite vous dévoilerez l'information? De leur côté, je crois qu'il n'y a pas une assez grande franchise, quelque chose d'assez clair avec les médias. Eux aussi, ils ont une relation aux médias qui est ambiguë, qui est malsaine, qui n'est pas bonne.
Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai pratiqué avec des journalistes. Donc, en disant non, pas maintenant, c'est pas bon, mais vous pourrez le sortir après. Évidemment, les journalistes vont demander généralement une certaine confirmation de leur information. Il y a un jeu qui se crée. On n'est pas censé la donner, mais en échange du fait qu'on gagne 24 heures ou 48 heures, oui. On est un peu extra-légal, je veux dire. On n'est pas tout à fait dans les clous. Mais on a quelquefois l'impression même que c'est un symptôme un peu français. Quand on a eu des attaques en Belgique notamment, sur les réseaux sociaux notamment, les journalistes jouaient le jeu de la police en dévoilant, on se souvient, des images de chats en attendant d'avoir plus d'informations. On a l'impression que c'est très français cette précipitation dans l'information. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu un débat, je pense, ouvert. Les médias sont concurrentiels. Sur le terrorisme, c'est clair. De manière générale, mais sur le terrorisme, c'est devenu très concurrentiel. J'ai connu une époque où ça l'était beaucoup moins. Donc il faut sortir l'info en premier, à tout prix, de peur que quelqu'un d'autre la sorte en premier. Et c'est ça qui entraîne la précipitation, le fait de ne pas contrôler son information. Et de même pas prendre le temps de la contrôler auprès des gens qui peuvent confirmer ou pas. Hein. C'est comme ça que fait un journaliste. Ce qui se passait systématiquement quand j'ai commencé l'antiterrorisme en 2000 a disparu peu à peu. Avant, jamais on aurait lancé quelque chose sans essayer d'avoir contact avec le magistrat de permanence du parquet antiterroriste. Vous voyez, ça a disparu. Alors toujours en se replongeant un petit peu dans le passé, bien qu'elle soit complètement déstructurée aujourd'hui, la communication, ça a longtemps été un axe assez stratégique de l'État islamique. Est-ce que vous estimez avec le recul que les médias en ont pris conscience assez tôt ? Parce qu'on a l'impression qu'ils étaient quelquefois caisse de résonance quand il se passait quelque chose, directement on en parlait. Il y a aussi eu le débat qui a suivi sur l'identité des terroristes. Au départ, tous les médias donnaient le visage et le nom du terroriste. Petit à petit, il y a certains médias qui ont décidé de ne plus dévoiler les photos. Quelle est votre position à vous par rapport à ça? Alors, et comment vous jugez il y a deux choses dans votre question. Il y a politique médiatique d'un groupe terroriste. Al-Qaïda l'avait fait avant l'État islamique. D'abord, ils ont leur propre réseau médiatique, très très structuré. Il ne faut pas oublier qu'ils ont leurs propres médias. Mais ça reste des médias de gens qui sont dans le milieu. Pour atteindre les grands médias, il faut une stratégie là aussi de communication. Ils ont essayé à peu près de tout. Hein. La première façon de terroriser une population, c'est effectivement que la terreur se diffuse partout. Exemple, quand un otage est exécuté et qu'on met l'exécution en ligne, c'est le groupe terroriste qui le fait. Bien sûr. Si c'est repris par des médias globalement sur toute la planète, ces images-là, on va terroriser toute la planète. C'est aussi simple que ça. C'est de la terreur, c'est du terrorisme déjà, une exécution en public. Hein. Bon, ça c'est la première réponse. Donc évidemment, il ne faut pas le faire, puisqu'on joue exactement leur jeu. On devient leur organe de presse de substitution. Et ça, les médias français ont mis du temps à le comprendre aussi. Parce que c'est vrai qu'on avait des images, alors qui ne montraient pas tout évidemment, des images floutées, mais on devinait quand même malheureusement le scénario. Oui, mais il y a ça, puis il y a toujours cet argument en disant oui, de toute façon maintenant c'est sur Internet, c'est partout, alors pourquoi on se priverait? C'est étonnant comme raisonnement, c'est-à-dire parce que malheureusement on n'arrive pas à limiter l'impact, il faudrait que tout le monde s'y mette. C'est bizarre. Bah non, ok, c'est dommage que ça puisse passer quand même sur d'autres médias, mais c'est pas une raison pour faire pareil. Ça c'est la première chose. Après il y avait un autre aspect dans votre question, c'est de donner le visage ou les noms des terroristes. Bon, le visage, ça peut être utile même en termes d'enquête, hein, par moment. Si on cherche, en tout cas. Voilà, quand on le cherche, ça me paraît évident et très, très utile. Maintenant, glorifier le terroriste en donnant son nom est effectivement une erreur. Mais je le comprends très bien. Là, on est dans l'information, donc il faut bien comprendre que l'information ne va pas se limiter au nom. Derrière le nom, c'est toute l'enquête sur la personnalité, l'entourage, la famille. Et ça, il faut le faire quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est pour ça que le débat sur le nom est trop réduit. Dans l'absolu, je vous dirais oui, on ne va pas être leur nom parce qu'il va être connu, etc. Non. Il faut à tout prix que des gens s'intéressent exactement au parcours du terroriste, voir les dysfonctionnements éventuellement, de la justice, s'il y en a eu, des services de renseignement, est-ce qu'il était connu, tout ça c'est très utile. Si vous nous laissez entre nous, j'allais dire policiers, etc., nos erreurs ont un coup de balai sous le tapis. Donc, il faut qu'il y ait ces enquêtes-là. Et ça, malheureusement, ça entraîne à connaître l'identité, à essayer de voir l'entourage, essayer de voir s'il était radicalisé, etc. Donc, c'est difficilement... Oui, c'est une question très complexe. Alors, on a évoqué les erreurs. J'aimerais évoquer les leçons. Est-ce que vous avez senti une évolution dans le traitement médiatique entre, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo et les attentats de Paris? Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites avant, qui n'ont pas été refaites, ou en tout cas, il y a un traitement amélioré?
Ouais, je pense qu'il y a quand même une réflexion qui s'est faite, oui. Il y a eu pas mal de discussions sur le sujet. Je pense qu'il y a une réflexion qui s'est faite on n'a pas eu les cas de figure exactement identiques. On n'a pas eu, voilà, c'est à chaque fois le problème est différent. Maintenant, si vous voulez, j'ai aussi eu l'impression, et ça va vous surprendre, qu'avec les attentats de novembre 2015, ou même de Charlie Hebdo, il y avait aussi une censure de la presse quelque part. Oui. Dans quel sens? Dans le sens que j'avais connu aussi avec les médias américains le 11 septembre 2001, dans le sens où on est tous choqués, on est tous solidaires, on va tous manifester et on ne va pas trop creuser quand même certaines choses qui ne Un sont manque pas de recul normales. à ce moment-là? Non, non, même pas envie de fouiller un peu la merde parce que tout le monde est choqué. Et voilà. Et les journalistes américains, certains très compétents, qui avaient dit quand même, en septembre 2000, on va quand même se poser la question, certaines questions, pourquoi on est allié des Saoudiens, pourquoi, etc. On en prit plein la tête à l'époque. On n'avait pas le droit, un son discordant était impossible. J'ai trouvé à peu près la même chose pour Charlie Hebdo, dans le sens, est-ce que la protection était adaptée, tout ça. Non, ces questions, il fallait qu'elles soient quand même très très limitées. Bon. Et ça aussi, c'est un danger. Hein. Parce Alors, que justement, moi, ça rejoint un peu une de mes questions, parce Ah, que justement, sur la parole médiatique, est-ce qu'on n'est pas tenté par moment de ne pas dire assez clairement les choses au nom du politiquement correct? c'est exactement C'est... ça. Voilà. Donc il faut aussi faire attention à ça. Les journalistes doivent être responsables, c'est-à-dire on ne peut pas nuire à une enquête de cette importance-là. On peut vous demander d'attendre un tout petit peu. Par contre, vous autocensurer et faire du politiquement correct alors qu'il y a des sujets importants d'utilité générale à creuser, parce que ça en fait partie. De quelle façon on nous protège Charb, par exemple. C'est quelque chose d'intéressant par rapport à n'importe quel ministre ou ancien ministre, etc. C'est une question très intéressante. En fait, à ce moment-là, l'émotion a supplanté le devoir d'informer de la part des journalistes, vous Oui, pensez? et je pense que c'est arrivé aussi en novembre 2015 et qu'il faut faire très attention à ça. C'est pas parce qu'on est ému, qu'on est choqué que le devoir d'information, on s'arrête et on retrouve ce problème de façon récurrente. Parce que ce sont des êtres humains, les journalistes. Donc eux aussi, ils n'ont pas envie trop de mettre un son discordant dans un émoi généralisé. Alors sur la parole, sur des sujets forts comme les attentats, on découvre aussi de temps en temps sur les plateaux, et ça c'est une erreur qui continue, une pléthore d'experts sur les plateaux télévisés qui vont décrypter les comportements du terroriste, qui vont décerner leur psychologie, C'est etc. sûr. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on usurpe quelquefois le terme expert et qu'on donne la parole finalement un peu à n'importe qui dans ce débat-là? Il y a énormément de médias, donc énormément d'invités. Il faut beaucoup d'invités potentiels, surtout les médias. Il se trouve qu'il y a des invités qu'on préférait à d'autres qui ne sont pas toujours disponibles. Donc et qu'on va chercher en deuxième, troisième, quatrième rang. Hein. C'est comme ça que Vous ça se êtes passe. notre premier choix. Mais non, mais, mais moi, il se trouve que je suis très souvent sollicité. Et voilà, je suis actuellement présent de cour d'assises. Bon, voilà, c'est aussi un boulot. Bien sûr. Et je vois bien que par moment, après, c'est difficile. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous aviez des plages réduites sur le terrorisme, c'était assez facile, des choses approfondies. Quand vous devez faire 10 heures d'émission, 12 heures d'émission, sans discontinuer sur la prise d'otage de ceci, cela. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un, un expert, rester là 10 heures. Hein. Bon, donc il faut tourner, il faut qu'il y ait plein de gens. Et donc plein de gens, vous n'avez pas ça. Parce que ça n'est pas... Voilà, comme ça, il n'y a pas une génération spontanée qui s'est créée à partir du moment où il y a eu l'explosion de la Syrie, de spécialistes du terrorisme. Alors, la critique assez facile, c'est finalement de dire que les erreurs sont faites de la part des journalistes. Est-ce que le public français n'a pas une responsabilité? On sait que notre rapport au temps et au monde a considérablement changé avec les réseaux sociaux, Internet, etc. ces dernières années. Est-ce que les journalistes français sont peut-être pas un peu trop critiques par rapport aux journalistes et finalement sont trop impatients? Ah ben oui, mais alors moi c'est la poule et l'œuf, je ne sais plus. Oui, Entre le peuple et les médias, la population et les médias, qui veut de l'immédiateté, qui veut que le ministre, alors qu'il ne sait même pas ce qui s'est passé, réponde tout de suite. Parce que c'est ça le problème de Castaner, par Castaner, exemple, lors de ou l'attaque de n'importe quel préfecture. ministre de l'Intérieur, très concrètement. Donc on demande tout de suite une réponse, alors que vous ne l'avez pas concrètement. Mais il faut la donner. Mais vous n'avez pas le choix parce que sinon vous vous défaussez. C'est l'impression générale que ça peut donner. On ne laisse plus le temps au temps, on n'est plus capable.
Alors, la justice a cet avantage d'avoir un rythme qui est plus lent traditionnellement que le politique. Ce Ce qui qu'on lui fait, reproche parfois. oui, mais ce qui fait que le procureur, aujourd'hui le procureur national antiterroriste, il va prendre la parole quand il voudra pour sa conférence de presse et quand il aura assez d'éléments. Là, pour la dernière affaire en date, malheureusement, de la préfecture de police de Paris et de ces assassinats au couteau, et ben, il se passe un temps certain avant que Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, vienne faire sa conférence de presse. Si on lui imposait de la faire tout de suite, il serait comme le ministre de l'Intérieur, aussi démuni à raconter le peu d'éléments qu'il a. Donc voilà, alors il faut savoir ce qu'on veut. Il faut que les Français, en tout cas, s'ils veulent de l'information immédiate, comprennent qu'elle ne peut pas être de bonne qualité. Ça n'existe pas. En 2018, en mars 2018, en préparant cette interview, je suis retombé sur une interview que vous faisiez à Europe 1 avec Patrick Cohen, où vous confiez à l'époque que tout le monde avait désormais parfaitement conscience de la menace terroriste. Est-ce qu'à contrario, le tapage médiatique, il peut aussi créer un climat de peur Irrationnel. irrationnel, ouais. Oui, si vous voulez, ça peut avoir deux impacts différents, le tapage médiatique. Ça peut avoir un impact pervers aussi qui consiste à penser que dès qu'il n'y en a plus, dès que le soufflet est retombé, c'est qu'il n'y a plus de terrorisme. Sérieux. Qu'est-ce qui se Surtout passe? qu'on oublie vite. Oui, exactement. Finalement, les attentats de novembre 2015 interviennent quelques mois après Charlie Oui. Hebdo, et on a Mais quand à même chaque cet fois, élément de surprise. c'est la force du terrorisme. Après, la paix revient. La vie normale reprend. Et c'est pour ça que c'est un impact très fort quand ça reprend le terrorisme. J'irais presque, s'il y avait du terrorisme tout le temps, l'effet deviendrait de moins en moins important. Voilà, alors les médias vont parler d'un attentat qui vient d'arriver, tout le monde va en parler énormément, et après plus rien, ce qui est logique. Mais donc les Français pensent à ce moment-là, puisque les médias n'en parlent plus, il n'y a plus de problème. Et le problème est exactement le même que quand c'était le journal de 20 heures. Donc c'est un peu ça l'ambiguïté. Je voudrais conclure notre interview par une question un peu plus personnelle. À titre personnel, vous faisiez partie de ces visages rassurants lors des événements terribles que la France a connus. C'est pas moi qui le dis, c'est Télérama. Il titrait François Molins, Marc Trévidic, ces figures qui rassurent la France. Est-ce que de ce genre d'événement, où on est souvent sollicité par les médias, vous l'avez dit, on ne prend pas le risque de se prendre au jeu et de devenir par la force des choses un juge médiatique, un acteur très médiatique? Et est-ce qu'en interne, ça peut vous valoir aussi des remarques? Non, mais il faut faire attention, c'est sûr, parce que il faut prendre la parole et expliquer des choses quand on pense qu'on a quelque chose à dire, d'abord. Voilà. Donc, moi, j'essaye de ne pas en abuser par rapport, j'allais dire, ça ferait sourire certains collègues, mais par rapport au nombre d'invitations que j'ai, je le sais. Donc, voilà, personnellement. Donc, de temps en temps, oui, parce que je trouve que je peux dire quelque chose, surtout que j'ai une liberté de parole que je me suis créée, que tout le monde n'a pas, c'est la réalité. Que peu de collègues ont, pas de collègues, pour ainsi dire, que les politiques ne peuvent pas avoir. Et moi, c'est un acquis. Voilà. On sait que je vais dire ce que je pense. Pas forcément pour casser les structures de qui que ce soit, etc. C'est pas du tout le souci, mais pour donner une vision la plus exacte, à mon avis, possible, sans langue de bois, de ce qui se passe actuellement. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, pensez bien que j'ai pas quelque chose d'intéressant à dire tous les 4 matins. Donc il ne faut pas abuser des médias. Mais vous avez dit ce que vous aviez à dire. Merci Voilà. Marc Trévidic. Je Merci vous beaucoup remercie d'avoir aussi. répondu à nos questions.